Comment ça va, bro? Ça va, ça va. Je suis revenu tard quand même hier. Ben, pas tout tard que ça. J'étais revenu. J'étais en Gaspésie toute la semaine pour travailler, puis Oh! j'étais revenu dans la grosse tempête. Ouais, Chris, ouais, c'est vrai, il faisait pas beau hier soir. Ah, ça fait partie de la vie. Je me suis Gaspésie, rendu. c'est genre 7 heures. Ben, quoi que t'es dans le coin de Québec, right? Ouais, Juste un c'est peu quand plus même. proche. Ben, ça dépend ce que tu fais en Gaspésie, mais moi, c'était un 7-8 heures de. 7, quasiment 8 heures de route. Ah, ouais, ok, fait que t'es vraiment dans le fond de la Gaspésie, là. Ah, ouais. Y a-tu neigé pas mal par chez vous? Nous autres, je sais qu'il y avait quand même pas mal de neige chez mon choix un matin, là. J'ai pas. Il neige, il annonce de la neige toute la journée, toute l'après-midi. Fait que je suis pas allé déneiger vraiment, mais je pense qu'il y en a déjà pas mal, là. Ouais, non, c'est clair, là. Moi, j'étais allé torcher mon char pour le déneigeur, mais genre, y a personne d'autre dans mon bloc qui a torché leur char, fait que je sais pas si, si le déneigeur va passer, là. Sur le déneigeur, c'est moi, fait que ça change pas grand-chose. Ah ouais, non, c'est clair que. T'as-tu une souffleuse, quelque chose, ou tu vas Ah, à ouais. appel? Ouais, Non, c'est j'en cool. j'en ai grand à déneiger. Ok, ouais, c'est ça qu'il faut, là, à un moment donné. T'es pas au step avec le tracteur, tout le kit, là. Non, mais des fois, je me dis, Chris, ça ferait bien mon affaire. C'est une bonne petite investissement, pareil, là. Ouais. Fait que, bonjour tout le monde, bienvenue au Printed Podcast. Cette semaine, le premier podcast avec un invité sur StreamYard. On a mon ami Pascal Godin, vous avez probablement déjà vu sur TikTok si vous êtes dans la sphère impression 3D. Donc, pour commencer, juste parler un peu de toi, Pascal, c'est d'où ça vient ta passion pour l'impression 3D? Comment que ça a commencé, cette histoire-là? Ben, dans le fond, ça fait maintenant 4 ans que j'ai commencé l'impression 3D. J'ai acheté ma Prusa MK3S. Ok, ouais. C'est ma première imprimante. J'avais un projet que je voulais faire, que finalement, j'ai jamais terminé, mais ça, c'est l'histoire d'une vie. Euh, de faire J'avais besoin d'un casing pour un projet d'électronique spécifique. Ok. Puis, j'avais vu l'impression 3D comme étant une bonne option Mhm. pour pouvoir faire un casing qui était plus beau que de quoi fait en bois ou en bout de carton, que c'est ça un peu plus professionnel. Ouais, clairement. Fait que j'ai décidé d'acheter une imprimante 3D. Puis, à un moment donné, ben, comme tout le monde, à un moment donné, on se rend compte qu'on fait après avoir imprimé, ben, imprimer ses bateaux, imprimer tous les petits cossins, à un moment donné, ben, tu te dis, il me semble que l'imprimante, elle pourrait faire d'autres choses que juste attendre à rien faire. Fait que Clairement. j'ai commencé à regarder l'avenue de faire du revenu pour impression 3D. Ça fait 2 ans que je fais ça pour du revenu. Première année en tant que juste moi-même, j'avais mon employeur en temps partiel que je faisais des pièces pour eux autres, pour le domaine manufacturier. Puis, ça fait 1 an qu'en tant que PG 3D, que j'ai commencé à vraiment offrir des services d'impression, de conception, prototypage rapide et tout le tralala. Ah, cool. Fait que t'as vraiment commencé avec le top, là. T'as commencé avec une Prusa MK3. Tu t'es dit, moi, je me ferais pas chier avec ça, les petits tenders, là, gosser avec les roues. Mais moi, en tant que tel, quand j'ai commencé, j'avais absolument aucune connaissance de l'impression 3D. C'est un ami qui m'avait proposé la MK3. Je m'étais fait dire comme étant l'imprimante un peu. C'est v'là 4 ans. Là, les choses ont changé quand même en 4 ans. Ah, ouais. C'est quasiment la même imprimante depuis 4 ans, mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans le temps, c'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup d'autres options qui étaient de bonne qualité out of the box, que tu imprimais ça, tout allait bien. Ouais, c'est Puis, clair. j'ai pas regretté l'achat. C'est une imprimante. Pour moi, c'était un outil et non comme c'était pas un projet que je voulais avoir, c'est vraiment un outil pour imprimer des besoins que j'avais. Puis ça l'a vraiment, encore une fois, qui est encore en fonction. Ça n'a aucunement regretté mon achat. Ouais. Ouais, exact. Pour de vrai, la Prusa MK3, c'est si t'as le budget pour starter avec ça, c'est sûr que t'as pas grand-chose de mieux que ça là, pour starter en ce moment, là. Quoi qu'il faut quand même la construire au complet, là, à moins que tu l'achètes préconstruit, là. Je l'ai acheté en kit, puis pour tout le monde, je recommande d'acheter en kit si jamais vous avez la possibilité. C'est un peu plus long, mais ça te permet, c'est moins quand tu viens avoir, parce qu'un imprimante 3D, ça va un moment donné briser, il va y avoir un problème quelconque. Puis quand que tu montes ton imprimante, ben, c'est un peu moins, ça fait moins peur après ça quand il arrive quelque chose. Tu sais comment que les pièces sont construites. Tu as un problème avec ton extrudeur, ben, tu n'as pas peur de le démancher pour voir qu'est-ce qui Mhm. se passe parce que tu l'as déjà monté toi-même. Ouais, non, c'est ça, exactement. Puis c'est un sentiment que je réfère un peu à un genre de vertige, comme, tu sais, quand Mhm. t'as une nouvelle bébelle, tu veux pas y toucher, tu veux pas te démonter, t'as peur de pas être capable de la remonter, mais faut pas que t'aies peur de rentrer dedans, puis d'enlever des pièces, enlever des vis, là. C'est inévitable. Tant que t'es mieux d'y aller directement du premier coup, d'y aller parce que c'est inévitable à un moment donné. Il va y avoir un bruit quelconque. On n'est pas rendu
c'est pas autant fiable, mettons, qu'un frigidaire, que ça dure 2 ans sans. Déjà, ça aurait pu durer plus que 2 ans, mais il y a tout le temps un moment donné, il va y avoir quelque chose. Ça demande quand même une intervention opérateur pour la maintenance puis des problèmes qui peuvent arriver. Ouais, vraiment, là, même le top-notch des imprimantes, des Stratasys à plusieurs centaines de milliers de dollars, t'as quand même des extrudeurs qui jamment, t'as quand même t'as les mêmes problèmes qui viennent sur des imprimantes plus cheap, là, fait qu'il faut que tu saches comment l'utiliser, là, Ouais. comment la réparer. Je vois derrière toi, t'as un beau setup d'imprimante, là, tu commences à avoir pas mal de machines, là. Moi, je suis plus vraiment sur TikTok, j'ai comme arrêté ça, mais je sais pas, je sais que tu documentes ça, t'es rendu à combien de machines, là? En fait, je viens de downsizer temporairement. J'avais 4 machines, là, j'en ai 3 actuellement. J'ai ma Prusa MK3S qui était ma originale que j'ai commandée en premier. Au fond, à l'autre bout, c'est plus tant ce que c'était, mais c'est une Ender 5 Plus Ouais. que j'ai commandée, que j'ai fait une conversion Core XY avec le kit Mercury One. Fait qu'on est rail linéaire avec le Motion Core XY. Ouais, c'est rendu une autre imprimante, là. Ça utilise Clipper avec A10 Revo, LGX Lite. Fait que il y a vraiment plus grand chose qui est de Creality de cette machine-là, heureusement. T'avais-tu Mais gardé le board, par exemple? Que je pense que c'est ça que tu disais. j'ai actuellement un board Creality, mais le silent board. Ok. Parce que c'était complètement ridicule. Je trouve ça encore C'est ridicule que calme. tu achètes une machine neuve puis que tu n'as pas des En steppers silent. 2023. C'est complètement ridicule. Euh, ça n'a aucun bon sens. Puis, j'avais une Prusa Mini que j'avais achetée en fait avant la Ender 5. Je l'ai quand même beaucoup aimée, mais je trouvais qu'elle n'était pas vraiment faite pour utilisation commerciale récurrente. Je l'ai en fait vendu à un de mes amis. Là. Il est super bien content. Il voulait acheter de quoi pour son gars. Il y a une machine qui va super bien. J'ai fait toute la maintenance avant. Fait que lui, il est aux anges. C'est Puis, clair. l'autre à côté, ça, c'est ma dernière acquisition que j'ai. C'est une Voron 2.4 Yes, sir. en 350 mm, le gros kit. Kit LDO, le kit LDO Il y qui en a vient plus déjà de ça, avec des 350, là. des 350. Ils ont arrêté de faire des 350. Es-tu sérieux? Non, ils en font encore, mais c'est backorder partout. C'est impossible d'en Ah, avoir. Je pense qu'il va en avoir une batch en début février. J'ai contacté LDO, c'est ça qu'ils m'ont dit. Mais ils sont populaires en maudit, là. Ah ouais, mais c'est quand même. C'est. C'est. C'est un projet communautaire, c'est pas une imprimante que tu peux acheter directement. Voron, c'est pas une compagnie, c'est un groupe d'enthousiastes un peu, que eux, leur but, c'est de faire la meilleure imprimante possible en utilisant des composantes qui sont disponibles un peu partout. Avec les kits LDO, ce qui te permet, c'est que tu as déjà des extrusions déjà coupées à bonne affaire. Tu as déjà tout le wiring qui est déjà pré-crimpé, que ça, c'est genre, ça Ouais, save tellement du temps. Là, ça serait c'est fou. complètement. Je vois pas comment que. Honnêtement, si c'était pas ça, je l'aurais probablement jamais acheté. Là. Alors, Euh, je pense que c'est la chose qui m'avait turn off du kit Voron parce que ça fait longtemps que je regarde ça, vraiment, le projet Voron. Tu sais, je pense qu'on a tous un peu une admiration pour les. Tu sais, quand on a vu les premières imprimantes qui font les benchies genre en 3-4 minutes, là, c'est comme t'as les yeux qui ouvrent grand, mais là, tu vois toute la job qu'il y a à faire en arrière, tu sourcer tes pièces une par une. Oh, c'est de la job. Fait que le kit Voron, je pense que vraiment ça change la game. Là. ouais, le kit LDO, là, LDO, puis ouais, en c'est ça. plus, tu t'attends, tu as une certaine qualité aussi que moi, c'est important d'avoir des imprimantes qui sont fiables à long terme, malgré qu'on a eu des problèmes un petit peu. Mais c'est vraiment, je suis très content de cette imprimante-là. La qualité est là. La vitesse est quand même assez intéressante aussi. Euh, Puis il reste à voir à long terme la fiabilité. Mais je pense que c'est des choses qui ont un peu un compromis à avoir un peu quand tu n'achètes pas d'une vraie compagnie, mais tu sais, tu peux avoir un peu plus de problématiques parce que c'est vraiment le cutting edge, tu as les nouvelles technologies. Tu sais, mon imprimante, ça fait quoi? Quelques mois que je l'ai, puis tu sais, ils ont déjà des nouvelles affaires à faire, le CAN Boss, toutes ces choses-là qui sont dessus. C'est Le vraiment, il y a Canvas. C'est quoi ça, pour le d'affaires. Canvas? CAN Boss, c'est un protocole de communication qui normalement est utilisé dans l'industrie automobile qui fait en Hmm. sorte que tout le toolhead lui-même, à place d'avoir tous les petits fils pour aller parler à la probe, parler au stepper motor, parler au fan, Ah ouais. dans le fond, ce que tu as, c'est que tu as 4 fils. Tu as 2 d'alimentation, 2 communications. Tu as 4 fils entre le board principal, le toolhead, puis tu as un petit PCB que lui va connecter toutes les choses. Fait que Ah, ça te c'est dans permet ma de hâte. beaucoup réduire le filage, puis généralement, ils vont utiliser juste un câble qui va faire un câble ombilical pour se rendre avec le reste de l'imprimante. Ok, Fait c'est que ça que tu me parlais, là. ouais, fait que
C'est une nouvelle technologie. Ben, c'est pas une nouvelle technologie en tant que tel, le CAN bus, mais c'est récent dans l'impression 3D. Mhm. Je dirais que c'est encore très embryonnaire comme technologie. Si tu veux aller là-dedans, il faut que tu t'attendes que ça se peut que ça soit pas parfait, que des changements. Tu sais, déjà, Big Tree Tech, il y a un qui il a fait beaucoup de choses comme ça, puis il sort quasiment un nouveau board à tous les mois. Là, fait que Ouais, c'est. c'est fou, le Big Tree Tech. Je suis même plus capable de suivre. Mais j'ai bien de la misère à suivre bien des affaires là, en ce moment. Je suis tellement occupé. Mais surtout les boards Big Tree Tech, on dirait qu'il y a tout le temps une nouvelle affaire. Ouais. Le board que tu peux mettre un micro Raspberry Pi dessus là, pour avoir Clipper direct sur le board. Il y en a beaucoup qui ont la difficulté d'avoir des composantes, d'avoir un vrai Raspberry Pi. Mhm. A fait en sorte qu'il essaie de trouver des alternatives, d'avoir juste le genre de chip du Raspberry Pi, puis d'avoir ça sur un board ou quoi de même. C'est une option probable, possible pour eux autres aussi. Mais ça change tout le temps, tout le temps. On est vraiment dans un pivot au niveau de l'impression 3D pour le consumer puis le prosumer aussi. Là, Ouais, surtout. Là. ouais. Puis je pense que le monde ne réalise pas à quel point comme que ça l'a stagné pendant des années. Je pense que ça a fait comme une courbe exponentielle au début du projet RepRap qui est comme Ouais. innovation, innovation. Puis là, ça a juste comme stagné. Puis je pense que les compagnies, le problème, c'est que les compagnies essaient d'aller au plus cheap. C'est la guerre vers qui c'est qui allait Ouais. faire l'imprimante la moins chère. Puis ça a juste fait des imprimantes de marde partout. Puis là, Mais ça ça, vient de revenir. ouais, heureusement, ça remonte. Mais ça, c'est sûr que, comme n'importe quelle compagnie, ils vont où ce que le monde achète. Le monde voulait des imprimantes le moins cher possible. Puis, ils ont réussi à faire ça. On s'entend que pour 300-400$, tu peux avoir des quand même très bonnes imprimantes par rapport à ce que c'était avant. Ah, vraiment. Mais je pense que il faut commencer à dire, OK, on n'essaie pas d'être le plus cheap possible. Comment qu'on peut avoir, j'aime le bang for the buck, d'avoir le plus de Mhm. features possible pour un prix qui est agréable. Mais vraiment, ne pas juste essayer de faire le plus cheap possible. Des imprimantes à 100$, là, ça vaut absolument rien. Tu vas juste vouloir le crisser aux poubelles après. Tu vas voir qui serait aux poubelles, puis ça l'amène aussi des problèmes au niveau de la sécurité. J'ai vu, je pense, c'était quoi? C'était Elegoo qui avait fait une imprimante à un moment donné que les connecteurs de power étaient comme pas le bon gauge pour Le, puis le ça se mettait à plus, pogner en feu. le plus, le A-Net A8, Ouais, ça, c'est le pire euh, qu'on a vu, là. Ça, c'est fou, des raide. imprimantes qui pognent en feu. C'est tellement, tu sais, c'est des imprimantes que malgré qu'on se dit tout, ah, faudrait pas faire ça, mais on va tout un moment donné rouler l'imprimante pendant la nuit, quand on n'est pas là ou quoi que ce soit. C'est Ouais. important d'avoir des imprimantes avec des features comme le Thermal Runaway qui va détecter des problématiques puis couper l'imprimante avant qu'il arrive quelconque problème parce que tu veux vraiment pas avoir besoin tu veux pas qu'un feu pogne dans ta maison à cause d'une imprimante. Là. C'est Non, pas. non, non, c'est clair. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui débute l'impression 3D qui commence. Tu veux expliquer un peu c'est quoi le feature? C'est quoi que ça fait un thermal runaway? Ouais, dans le fond, il y a différentes détections, mais à la base, un imprimante 3D va avoir un système qui est en boucle fermée. On a un élément chauffant, puis on a aussi un élément qui va mesurer la température. Fait qu'on a la cartouche, on a le thermistor qu'on appelle pour mesurer la température, puis on va commencer avec une boucle, généralement une boucle PID, qui va regarder, il va donner de power pour alimenter faire chauffer. Puis, il va regarder la température en feedback. Puis, si jamais la température est trop faible, il va continuer à chauffer un peu plus. Fait que, normalement, dans une situation normale, il va atteindre sa température, il fait des petits ajustements pour avoir une température qui est constante. Fait que Mhm. ça, c'est le cas normal. Mais Parce où est-ce que. parce que c'est ça, parce que ton élément chauffant, là, puis c'est normal de ne pas savoir ça, mais c'est soit qui est allumé ou soit qui n'est pas allumé. Tu peux pas dire OK, chauffe à tant de degrés. Tu sais. Fait qu'il faut que Non. tu chauffes, t'attendes, tu chauffes, t'attendes. C'est ça la boucle PD. Exactement, exactement. Fait que là, la problématique qui peut arriver, c'est si jamais il y a une défectuosité avec la sonde, mettons un exemple, ton fil a cassé ou tu as eu des problèmes ou quoi de même, mais tout à coup, il va te dire il est à 30 degrés Celsius. Fait que là, l'imprimante, ce qu'elle va faire, voyons, 30 degrés Celsius, pas assez chaud, ça. Fait qu'il continue d'imprimer, de chauffer, il continue de chauffer, il continue de chauffer, mais il ne voit pas de changement. Fait que dans un cas qu'il n'y en aurait pas, ça viendrait là, le plastique pourrait venir jusqu'à pogner en feu tellement que ça vient chaud. Ah ouais. Parce que, dépendant les imprimantes cheap, qui sont vraiment des petites cartouches juste résistives, ça va chauffer jusqu'à temps que ça se démanche en morceaux. Ah ouais. Les nouvelles cartouches comme le Revo, d'autres choses comme ça, qui sont des cartouches céramiques, vont naturellement atteindre un pic maximum de 400 degrés Celsius, qui est quand Mhm. même très chaud, on va se le dire. Là.
Mais dans le fond, le Thermal Runaway va détecter ces problématiques-là. Si jamais il y a une température qui ne fait aucun sens, ben, il va comme couper directement. Mais si jamais il se rend compte qu'après un certain temps de chauffer, ben, la température va pas augmenter parce que normalement, tu chauffes, tu s'attends qu'il fasse plus chaud. Mhm. Puis, s'il détecte ça, ben, il va couper l'alimentation pour éviter que tu aies une problématique qui subsienne avec ça. Puis, si vous voyez cette alarme-là, commencez pas à réessayer d'imprimer. Là. Clairement, il y a eu un problème. Là. Fait Ouais. que vraiment, regardez autour, regardez, être sûr qu'il n'y a pas des fils de cassés, des fils qui semblent bizarres, qu'il n'y aurait pas de quoi qui empêche d'avoir une bonne aération ou quoi de chose, ou quelque chose autour de Non, ça. c'est clair, le guys, les Thermal Runway, on n'y est pas avec ça. Là, quand on a ça, on fait pas juste le mettre de côté. Je me souviens, moi, personnellement, au début, j'ai déjà vu des Thermal Runway, puis j'ai reparti, puis c'est sûr que ça va revenir. Là. Fait que faut prendre ça au sérieux. Mais des fois, c'est des features qui sont pas nécessairement bien connus, puis des fois pas bien expliqués aussi. Tu sais, des fois, dans les machines Creality, je me souviens, l'Ender 5, s'il y a eu un problème quelconque, le message qui t'affiche, c'est pas vraiment clair qu'est-ce que c'est. Il n'y a pas vraiment tant de documentation pour t'expliquer qu'est-ce que la problématique. Fait que c'est juste normal de faire. Tu sais, les fails, ça arrive avec l'impression 3D. Fait que Mhm. tu réessayes qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, des fois, ça se peut que ça fonctionne, puis Ouais. jusqu'à temps que ça fonctionne plus, puis que des fois, il ne l'aurait pas détecté. Fait que s'il y a un Terminal Runaway, il y a normalement 95% du temps, il y a vraiment un problème qui doit être réglé. Ouais, non, c'est clair. Mais il y a aussi, tu sais, puis là, c'est la ligne faible, parce que, tu sais, un PD mal ajusté Mm. peut venir trigger des thermal runaway qui sont inattendus. Puis là, t'es comme, ok, t'essayes, voyons, ton thermistor, tu changes ci, là, ça marche pas, là, tu comprends pas. Fait que, il y a aussi ça, mais c'est vraiment comme, c'est ça, 5% du temps, ça va être ça. Là. Généralement, une machine stock, il n'y a, pas y a pas vraiment de raison d'ajuster tant ton PID que ça. Normalement, tu sais, il y a beaucoup de monde qui va modifier ses imprimantes, mais quand tu achètes une imprimante directement, tu sais, le PID n'est pas vraiment ajusté. Puis tu as besoin d'avoir vraiment, pire des cas, s'il est vraiment un peu mal ajusté, tu vas avoir une fluctuation de ta température, Mhm. mais tu n'auras pas vraiment un cas qu'il affiche 30 et qui fait physiquement est en train de brûler, tu sais. Ouais. Par contre, qu'est-ce que j'ai vu sur des machines, dans le fond, j'ai vu ça souvent sur des Creality V2, c'est si le power supply est en 230 volts puis que tu es en Amérique sur du 110 volts, la machine n'a pas tout à fait assez de power pour réussir à garder Ouais, sa température comme du monde, puis ça va trigger des thermal runaway à côté, genre non-stop. ouais, ouais. c'est, c'est, c'est un cas il est difficile à diagnostiquer si tu ne le Mhm. sais pas directement parce que tu vas regarder ta source de ton chauffage, mais la logique est là en tant que telle que le power supply, vu qu'il était mal setupé au niveau du voltage, ben, il n'y aura pas assez de puissance pour faire chauffer l'élément. Fait que ça Mhm. revient au même que tu dis je chauffe à 100%, mais ça ne chauffe pas assez. Je déclenche un thermal runaway. Fait que c'est Ouais, un c'est ça. bon cas qui est à diagnostiquer, qui n'est pas facile à diagnostiquer, mais qui est vraiment un cas probable à regarder. Ouais, c'est ça. Je me promène souvent sur les serveurs Facebook puis tout ça quand que je vois ah, mon imprimante prend beaucoup de temps à chauffer, puis quand que je démarre, ça fait un thermal runaway, je dis ta switch, 110 volts, 110 volts. Hmm. Au début, le monde ne comprenne pas. Ouais, c'est quoi le rapport, mais c'est ça. S'il n'y a pas assez de Puis, power, ça va le trigger. puis, dans le même temps, parce que dans notre cas, nous autres, si jamais on est sur le 415 volts puis qu'on met euh, la switch à 230, bon, on a des problèmes de performance, mais dans le cas inverse, ça peut être vraiment problématique si jamais Ouais, ouais. il est setupé. Fait que par défaut, généralement, ils vont tout le temps le mettre à 230 parce que c'est le plus safe des cas. Fait que nous autres, il faut l'ajuster. Il y a Mhm. certains power supply qui n'en ont pas. Mon Ender 5 Plus n'avait pas de switch. Il y avait un détecteur automatique de voltage. Mhm. Ce que j'avais été comme surpris parce que c'était pas comme supposé être ça. La plupart du temps, c'était une switch. Ouais, c'est ça. Puis je comprends pas pourquoi que c'est pas comme un standard. Là. Genre, je veux dire, pas mal, toutes les power supply, il y a plein de power supply dans la vie qui sont, qui sont automatiques. Pourquoi les imprimantes 3D, c'est ça? C'est quasiment certain que c'est une question de coût, que la détection automatique doit être des composantes un peu plus chères qu'une switch que tu changes à l'autre. Ouais, c'est clair. Il y a sûrement une raison de coût au bout de la ligne avec ça. Ben, moi, la Switch me dérange pas dans le cas où ils ont pensé à une façon que tu puisses l'atteindre facilement. Mhm. Chris, ma CR10 Smart, là, fallait que je revire l'imprimante sur le côté, j'enlève le panneau avec genre les 8 vis. Il y avait genre des ventilateurs dans le panneau, fait que là, fallait que tu fasses attention à pas tout arracher. Puis là, pour finalement te rendre au power supply puis le changer, c'est comme, ça n'a Ouais. pas de sens, là. Il y a Comment tu des... veux qu'un débutant sache ça? il faut que ça soit clair vraiment. Tu sais, comme un sticker, quelque chose là, qui t'empêche de commencer à imprimer avant que tu aies comme vérifié cette chose-là. Là. Mhm. Mais c'est un cas malheureusement qui peut arriver.
Ouais, des choses qui arrivent. De toutes tes 3 imprimantes, c'est quelle ta préférée? C'est-tu la Voron ou c'est la MK3? Je pourrais dire, elle que j'aime le moins, c'est ma Ender. Malgré, tu sais, j'ai quasiment les composantes qui font en sorte qu'ils se rapprochent beaucoup de la Voron, mais c'est pas une Voron. Mhm. S'il y a du monde qui veulent faire les modifications que j'ai faites, comme j'ai fait sur Ender 5 Plus, je le recommande pas, à moins que tu aies vraiment du plaisir à modifier. Financièrement, ça fait absolument aucun sens. J'ai mis plus que 2 fois la valeur de l'imprimante originale sur cette imprimante-là. Euh, Sinon, je te dirais que j'ai je dirais que la Voron actuellement est peut-être mon imprimante que j'aime le plus au niveau. On dirait que j'ai toujours été très satisfait de ma MK3 Mhm. jusqu'à temps que je vois la qualité qui peut sortir puis la vitesse d'une Voron. Ah, c'est un autre Euh, level, c'est un autre game. Là. tu sais, t'as tout le temps un peu. Tu sais pas ce que tu manques jusqu'à temps que tu l'ailles, là. Mhm. Mais en même temps, tu sais, j'ai un biais un peu, ça fait 4 ans que j'imprime, puis les défauts, je les vois tellement facilement, mais la plupart du monde vont faire c'est parfait, cette print-là. Puis moi, je vais voir une petite affaire. Moi, il me semble que c'est pas assez beau quand même, mais tu sais, généralement, la Prusa va sortir quand même de très beaux prints Mhm. directement. C'est juste que l'Averon vraiment est next level là-dessus. Moi, je trouve la grosse affaire avec les MK3, mais j'en ai déjà parlé dans l'autre podcast, c'est les vibrations. Tu vas avoir quand même pas mal de ghosting puis de ringing de base sur la MK3, même à des vitesses un peu plus basses. C'est sûr que si tu vas dans des vitesses super élevées, là, c'est juste comme beaucoup trop intense, mais même des vitesses moins élevées, tu en as quand même beaucoup par rapport aux autres imprimantes, je trouve. Mais tu as beaucoup, t'as deux éléments spécifiques qui causent plus de vibrations en même temps qu'une une Ender. Premièrement, le fait que c'est des rods avec des bearings directement, c'est un assemblage qui est plus rigide. Fait que toutes les vibrations vont être plus facilement transmises qu'une Ender qui a des petites roulettes. C'est un mouvement, un motion qui est très silencieux. Il y a d'autres désavantages à avoir les V-Wheels, mais c'est quelque chose qui est très silencieux à la base. Puis aussi le fait que les drivers sont quand même commencent à être plus âgés, Ouais. qui ont un peu plus de vibrations. Mais je me souviens, dans le temps, cette imprimante-là était extrêmement silencieuse. Si Ah tu ouais. compares avec les vieux drivers, je ne me souviens plus le nom que ça avait, mais C'est comme que d'origine, A198, genre quelque chose, là, quelque un chose nom comme ça, bizarre. là, c'est jour et nuit, là. C'était super silencieux, mais on est tellement habitué avec des imprimantes maintenant qui sont vraiment Ouais. silencieuses que Les tu, TMC 2209, là, c'est comme. sais, puis tu le sais pas qu'elle imprime carrément. Là. Généralement, Ah maintenant, ouais. ce que le plus bruyant sur une imprimante actuellement, c'est les fans qui Ouais. restent, qui sont encore bruyants. Puis c'est quelque chose qu'on ne pourra pas vraiment s'enlever. Tu sais, si on a besoin d'une certaine performance, Mhm. le cooling fan pour les prints, ben, à un moment donné, si tu veux le refroidir, ben, tu n'as pas le choix de souffler dessus. Fait qu'il va y avoir un bruit qui va être associé avec ça, mais ça reste que c'est des imprimantes qui sont rendues Mhm. très silencieuses par rapport à la norme qu'on avait il y a quelques années. Ouais, puis tu sais, si tu imprimes du PETG sur une Ender 3 avec des ventilateurs Nokia, genre à 50 mm/s, tu peux laisser les ventilateurs comme à bas régime du Nokia, tu l'entends fuck all. Le Noctua que tu parles, ouais, ouais, Ah ouais. ouais. Mais tu sais, là, c'est là que ça vient. Tu sais, si tu veux imprimer plus vite du PLA, il faut que tu ailles refroidir plus aussi. Puis c'est sûr que c'est inévitable. Là, puis moi, personnellement, ça me dérange pas que les imprimantes fassent du bruit. Là. Il faut que tu sois capable de vivre avec. Ça fait partie de l'impression 3D. Il y a un certain bruit, c'est des machines. Puis plus que tu as des machines qui sont performantes, à un moment donné, plus que tu as de bruit qui va aller avec. Clairement. Maveron est des fois très silencieuse, mais mettons, certaines vitesses ou certains mouvements Mhm. qui vont être un peu plus bruyants. Mais ça fait partie de la game. Là. Alors, vraiment. Vraiment. Puis fait que ça m'amène, je pense, à la question de si Prusa font, ben pas si, mais quand Prusa vont faire la MK4 ou la prochaine version de la MK3, ce serait quoi les changements considérables que tu aimerais apporter? Je sais que tu avais fait un petit duet sur ma Ouais, vidéo, ouais. tu avais amené des bons points que je trouve. Fait que je pense qu'on pourrait avoir cette discussion-là. Bon. Moi, de mon côté, des choses que je veux voir, c'est hardware, c'est quand même pas trop pire. Je pense que ils sont limités un peu qu'est-ce qu'ils peuvent changer hardware Mhm. sans que ça devienne. Parce que la série MK de la i3 de Prusa, c'est que par défaut, c'est que tu fais comme tout le temps upgrader d'une version à l'autre. Tu avais une Ouais. MK2, tu peux avoir acheté un kit d'upgrade pour faire une MK3, une MK3S, une MK3S Plus. Tu avais tout le Ouais. temps la disponibilité d'upgrader. Mais Mhm. fait tu sais, tu n'as pas le choix de garder
si c'est encore une MK4 qui est un i3, Mhm. tu n'as pas le choix que ça va être quand même un bed slinger. Ça va quand même être dans le même style de machine. Fait que, Yeah. considérant ça, les différences que j'aimerais avoir, l'écran, le board, de money move on du 8 bits vers un 32 bits. Ouais. Personnellement, l'écran que la Prusa Mini avait, c'est un écran LCD couleur. Il n'est pas touchscreen. Moi, ça me convient amplement pour les besoins d'une imprimante 3D. Mhm. Après ça, sinon, c'est quand même pas trop pire. Je dirais que peut-être connectivité. Au Yeah. début, j'avais quand il y a eu un moment donné de plus en plus les Wi-Fi puis tout, moi j'étais comme ben, tu sais, je mets la carte SD, c'est quand même pas tout. On a une habitude, c'est pas Mhm. problématique, mais Mhm. de plus en plus, tu as des features qu'avec les slicers directement, mettons Prusa Slicer, tu peux mettre une adresse IP dedans, puis tu fais send print, puis tu n'as même pas besoin de te lever et rendu dans la machine. Fait que tu sais, Ouais, c'est ça. tu, tu viens, c'est une chose, je pense que par défaut, la connectivité, Ethernet ou Wi-Fi Mhm. devrait être dedans. Fait que c'est pas mal une chose. Puis l'autre affaire, je pense qu'il manque, avec le système d'exploitation qui est Marlin, qu'actuellement qui n'y a pas, il faut avoir la résonance compensation de résonance, là, le Mhm. fameux input shaping. Input shaping, ouais. C'est quelque chose qui est grandement manquant, que c'est une feature qui doit être implémentée, puis qui utilise soit un firmware différent comme Clipper ou Marlin. La finalité, ça ne me dérange pas tant, mais il faut qu'il soit capable d'utiliser Input euh, shaper. un input shaper pour enlever les résonances sur les prints. Ouais, je pense qu'on est pas mal dans la même direction. Moi, de la façon que je l'avais dit, c'était je veux qu'on mette Clipper là-dessus, nanana. Mais je pense que c'était dans l'ignorance de qu'est-ce qui aurait été possible, mettons, avec Marlin. Je pense que surtout, qu'est-ce que je voulais dire dans mettre Clipper là-dessus, c'était connectivité Wi-Fi, Ouais. input shaper, puis aussi d'avoir de quoi peut-être plus récent au niveau 32 bits, de quoi de peut-être un peu plus silencieux, des meilleurs drivers. Mhm. Fait C'est que, sûr que le hardware puis le firmware est un peu deux dépendants. Tu peux quand même avoir du meilleur hardware en utilisant Marlin pareil. Tu n'as pas besoin mhm, nécessairement d'avoir Clipper. Puis l'inverse est vrai aussi. Tu peux mettre Clipper sur du vieux hardware, ça fonctionne aussi. Mais je pense que la raison pourquoi que Prusa n'ira pas vers Clipper, ils ont mis tellement, tellement d'efforts sur Marlin, euh, inclusivement avec la MK3 et la Mini. Ils ont développé des features pour faire en sorte vraiment que ça mhm. soit spécifique pour leurs besoins. Je serais extrêmement surpris qu'ils décident d'aller vers Clipper, de Ouais. complètement mettre ça de côté puis y aller avec ça. Fait Mais ils ont vraiment que, une belle version de Marlin. Pour ça, pour de vrai, là, c'est tellement le fun à utiliser. Comme, juste les menus de loading puis de déloading de filaments. Si tu l'as jamais essayé, ça a l'air calme de comme, OK, genre, mettons, je load mon filament, puis là, j'ai un écran qui me dit est-ce que la couleur est bien changée. Mais tu peux juste faire comme load jusqu'à temps que la couleur change. Mais t'as pas besoin d'y penser. Quand t'enroules 10, t'as pas besoin d'y penser. T'enlèves, clac, clac, tchic, tchic, tout est fait. ouais. Il y a des petites features comme ça qui font en sorte euh, que tu vraiment, puis on l'entend un peu de partout, de différents reviews sur Internet ou quoi de même. Le monde ont plein d'imprimantes, tu sais, généralement, le monde qui a des reviews, ils ont plein de sortes d'imprimantes. Puis ils disent tout, quand que j'ai une pièce imprimée, que je veux juste imprimer la pièce, je m'en vais sur une Prusa. C'est Ouais. le résultat. La facilité, tout est quand même bien pensé au niveau de ça. C'est vraiment pas l'imprimante la plus rapide dans un standard maintenant, mais Mhm. au niveau, ça reste que quasiment toutes les print farms qu'on voit partout, ils utilisent les MK3 parce que la fiabilité est là. C'est une machine, vu qu'elle est vieille un peu, mais toutes les problématiques ont été trouvées puis ont été corrigées. Puis c'est vraiment, ça l'aide pour l'impression là-dessus, mais elle s'en vient vieille, puis il commence à le savoir pas mal, là. Ouais, mais ce qui me déchire un peu, moi, avec Multitech, dans le fond, c'est qu'on a des pièces vraiment grosses à prendre. Comme les pièces prennent toutes 1 kilogramme de filament, c'est toutes des pièces de comme une journée et demie. Autant que la Prusa a été bien pensée, puis qu'elle est vraiment le fun au niveau production, c'est juste des pièces trop grosses pour un bed slinger de cette Mhm. grosseur-là. C'est pas l'imprimante pour faire ça, puis ça me déchire, mais c'est pas que. C'est une raison pourquoi qu'en fait quand j'avais juste ma MK3 puis la Mini, j'avais un besoin d'un contrat que c'était du grand volume. Puis je regardais les imprimantes qui étaient disponibles. Puis toutes les Chinois, ce qu'ils faisaient, ben, ils prenaient leur design actuel, ils mettre un gros bed. Fait que là, tu as un bed de 400 mm qui se promène d'avant-arrière. C'est complètement cave. C'est complètement ridicule. Fait que, tu sais, puis t'imagines là-dessus,
ton bed est vide, puis là, mettons, tu mets ton 1 kg d'impression en plus là-dessus. Puis Tu sais, c'est impossible. Fait que je regardais vraiment de quoi qui était un cube. Dans ces dimensions-là, j'avais pas vraiment d'autres options que Mander là-dessus. Fait que c'est pour ça que je suis allé là-dessus, mais je pense que c'est encore même, à part la Voron, mais dans le plus low budget, là, dans ces dimensions-là, il n'y a pas d'autre option que la Ender 5 Plus. Non, vraiment pas. Là. Pas beaucoup. Il y a Puis genre du Tronxy, puis du Big. Ouais, les genre. Tronxy, c'est encore plus une guenille que ça, malheureusement. Ben, je sais, j'en ai essayé des Tronxy, je peux te le dire. Ouais. Fait que malheureusement, c'est encore une option. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup d'efforts de la part de Creality pour mettre à jour cette imprimante-là, d'utiliser les boards qui sont plus récents ou quoi de même. Puis, tu sais, c'est quand même une bonne machine, à part le firmware qui est vraiment aucunement mis à jour puis intelligent pour l'imprimante. Là. Fait que, Ouais, mais ils le feront pas ça parce que Creality, c'est une grosse game de marketing. Fait que s'ils upgrade la Ender 5 normale, ça va couper dans leur vente de Ender 5 S1. Puis, tu sais, ils ne vont jamais faire ça. Creality, c'est autant que j'aime que c'est des imprimantes à budget de quand même assez bonne qualité. Tu sais, M23 V2, M23 S1 pour le prix, je trouve que c'est quand même un bon bang for the buck avec la communauté qu'il y a derrière puis tout. Mais c'est toute une grosse game de marketing. Là, avec les nouvelles Neo, là, ça m'explose le cerveau. Là, on se dit comme N23, V2, Neo, nanana, ça coûte le même prix qu'un S1, mais t'as genre le tiers des features. Ça fait aucun sens. Je me souviens plus exactement. J'avais vu les passer les Neo, justement, il y avait un petit hype là-dessus, mais il me semble qu'il y avait. Il y avait pas comme une affaire il y a des lumières de plus ou une affaire de même, ou je sais pas trop, des néo-pixels ou quand même, c'est pas ça qu'il y avait le principe. Je pense qu'il n'y a pas. Ça ferait du sens. Il y a peut-être des NeoPixels à quelque part. Mais le design il est changé un peu. Mais comme, mettons la N23 normale, mais la N23 Neo, elle a un CR Touch. J'étais comme, oh nice, ok, je vais payer 300 pièces de plus pour avoir un CR Touch. Mais c'est une Ender 3 de base encore normale, genre. Ouais, moi je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont genre un surplus de N23 de base qui sont plus capables de repasser. Ils ont dit, ok, on va mettre une tête un peu différente, on va appeler ça Neo. Ok, fuck, on a un scheme marketing de malade. Je comprends pas. Tu sais, t'es déjà allé voir récemment sur le site de Creality, essayer de voir les listes d'imprimantes, là. Ah, c'est impossible. Tu sais, nous autres, on a de l'expérience, puis on est complètement mêlés à regarder essayer de démêler ces imprimantes-là. Imagine quelqu'un qui ne connaît pas, là, c'est complètement débile. Moi, je ne comprends pas comment ça se peut encore que tu peux encore acheter une Ender 3 première génération. Ça ne devrait pas exister. Oui, tu as des nouvelles imprimantes, tu peux garder l'autre. Mettons, tu sais, une ou deux générations en arrière, tu gardes, mettons, pour essayer de vider ton stock. Puis après ça, ben, regarde, il n'existe plus, j'ai de nouveaux produits qui sont un peu mieux. Mais ouais, puis je me suis demandé pendant longtemps, je me disais, OK, ils en ont produit, tu sais, la N23, c'est tellement un gros vendeur, ils en ont produit à tonnes, il faut qu'ils y passent. Mais là, on a commencé à avoir un problème de quand que je faisais des tutoriels de comment, mettons, changer ton firmware. Tu sais, il faut que tu ailles checker la sorte de ton firmware pour mettre tu sais, ouais. la bonne affaire. Puis le monde, ils démontaient leur board, puis ils me disaient, ben, tu sais, c'est pas un board que tu as parlé dans ta vidéo. Puis j'ai réalisé qu'ils prennent des boards 32 bits de nouvelle génération, puis ils mettent des vieux drivers pour que l'imprimante soit bruyante pour que ça fasse comme une imprimante moins bonne. Puis là, t'es comme, quoi? Mais c'est genre, c'est fou, là. Ouais, honnêtement, ils ont quand même ils ont dominé le marché au niveau des imprimantes low budget. Ils ont quand même une bonne imprimante low budget, mais ils ont vraiment. Je trouve qu'ils font vraiment pas beaucoup d'efforts pour avoir de quoi qui est bon pour la clientèle au bout de la ligne, mais je pense qu'ils sont là pour rester, clairement, dans ce créneau-là. Mais ils pourraient honnêtement faire plus d'efforts pour rendre ça plus simple pour le consommateur. Alors, c'est clair. Puis tu leur envoies, mettons, des. Il y a des gens qui ont fait des firmware de malades. Il y a des gens qui ont mis des centaines d'heures à développer des firmware incroyables, genre Gyres ou le firmware de Christophe pour les N23 V2. Puis ce serait tellement facile pour eux juste d'implémenter une version de ce firmware-là. C'est open source. Fait juste d'implémenter ça sur leur nouvelle machine, puis ils le font pas. Là. Ils vont juste. Ils vont trouver tous les problèmes qu'ils ont la machine. Puis là, ils vont t'en sortir une nouvelle avec les fixes à la place. Fait que, tu sais, tu as des problèmes avec ta machine, pas de trouble, je sais un autre, ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Puis là, ce qu'ils font, c'est que là, vu qu'ils utilisent Marlin, tu peux pas faire. Tu peux pas mettre le code propriétaire. Fait qu'ils sont obligés de le laisser open source. Mais qu'est-ce que tu peux faire, par exemple, c'est que tu peux faire le code de ton écran propriétaire. Ouais. Fait qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font 3-4 sortes d'écrans différentes par batch d'imprimante.
Fait que ça fait en sorte que ceux qui créent comme Gyres ou Christophe, ceux qui créent des firmware cool, mais là, ils sont pas capables de keep up avec toutes les sortes d'écrans différentes. Fait que ça marche pas leur firmware pareil. Là. Mhm. C'est tellement de la gimmick marketing. Là. C'est quelque chose qui me fait vraiment chier, par exemple. Là. Ça fait partie de les business, puis des grosses business de même. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Fait que ça fait partie de la game. OK. J'avais aussi apporté un certain sujet dans le dernier podcast qui a fait assez de controverses sur TikTok au niveau du pricing, de quel contrat qu'on accepte, quel contrat qu'on refuse. J'avais parlé du Kevin avec sa braquette de radio à 30$. Puis là, il faut que j'admette, j'ai utilisé des mots qui étaient. J'ai fait exprès pour aller essayer de piquer un peu certaines personnes. Puis je suis allé avec d'un côté de haine. Puis ça, honnêtement, j'ai délité la vidéo dans ce sens-là parce que c'était facile de mal comprendre ce que je disais. Je dis pas que je dis pas que tout le monde qui a des petites pièces à faire, c'est des caves. Mais je dis juste qu'il y a des gens qui veulent faire des petites pièces, des petits projets, mais qui réalisent pas qu'il y a des dizaines d'heures de travail derrière, puis que c'est pas aussi facile que juste imprimer une braquette de radio. Là. Puis, tu sais, cette partie-là, je sais qu'on a discuté un petit peu offline ensemble, là, mais c'est un manque de connaissance de la technologie, puis un peu aussi au niveau de marketing. Tu sais, c'est la part du monde, il entend l'impression 3D, tu peux faire n'importe quoi avec ça, merveilleux. Tu sais, eux autres, ils pensent que Ah ouais. je te donne une photo de ça, tiens, imprime-moi là, puis c'est fait 15 minutes après. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, tu sais. Il, il faut penser que généralement, si à la base, si tu as déjà le fichier 3D qui est conçu pour impression 3D, c'est quand même facile pour n'importe qui de t'imprimer ce fichier-là. Puis, tu sais, les Ouais. coûts vont être quand même raisonnables. Ça se peut que ce n'est pas tout le monde qui va vouloir le faire, mais c'est quand même quelque chose les coûts vont être relativement raisonnables. Mais ça reste que si tu as un produit, moi, ça m'a déjà arrivé en plus, je me suis fait envoyer un link vers une page web d'un item que tu vois la photo. Hey, tu peux-tu m'imprimer ça? C'est une affaire à 30$. Tu sais, j'ai une photo, j'ai même pas le design. Il Ouais. faudrait que je fasse du reverse engineering, essayer de trouver la pièce, faire des tests jusqu'à temps que ça fonctionne. Ah, c'est fou. Achète-la à 30$. Là. Tu sais, c'est sûr que je peux pas te. Même si je voulais le faire, tu sais, je pourrais pas de te vendre ça au même prix que l'autre le fait déjà. Là. Ouais, c'est ça. Puis, c'était une pièce imprimée ou c'était une pièce comme pour ça? Là? Ah non, c'était même pas. Je pense qu'à la base, c'était même pas conçu pour être imprimé. Là. C'était vraiment une pièce random. Là. Des fois, il y Ouais. avait comme des fois, dans le monde automobile, il y avait genre un support pour tu sais, comme mettons, un casing pour mettre tes bouteilles d'eau puis tes affaires de même. Là. Mhm. Un cup holder que mettre dans ton char, que des chars qui n'en ont pas. Ouais. Mais il y en a un qui avait fait ça en laser plié, mettons, quand même, qui fait en sorte qu'il a été manufacturier pour que ça soit le moins cher possible et rapide à fabriquer. T'sais, à la base, c'est pas conçu pour l'impression 3D, fait que ça fait vraiment en sorte que c'est Ouais, je pense que tu me l'avais impossible. envoyé. Ouais. Tu m'avais C'est envoyé ça, cette affaire-là. c'est impossible pour nous autres de faire ça à des prix qui sont raisonnables. C'est sûr qu'on va Non. te refuser. Mais en même Non. temps, je peux pas en vouloir au monde s'ils savent pas que que c'est pas vraiment réalisable comme projet. Là. Mhm. Non, je peux pas en vouloir au monde. Puis je pense que pourquoi j'étais aussi comme fâché puis frustré dans cette vidéo-là, c'est que ça faisait une couple de personnes que ça l'arrivait. Puis moi, ce qui me fait chier, c'est quand je me fais envoyer chier personnellement avec un prix que je leur ai donné parce qu'ils comprennent pas ils comprennent pas la technologie. Mais là, qu'ils m'attaquent personnellement pour avoir donné un prix qui fait du sens, c'est là que ça vient me chercher. Mais tu sais, je ne pourrais pas que je laisse ça m'atteindre. Généralement, là, quand j'ai des demandes sur quelque chose, là, ma première question, c'est est-ce que cette chose-là existe commercialement? Si la réponse est oui, va l'acheter. Tu sais, je peux Ouais. pas rien faire. Fait que, tu sais, des fois, si la pièce existe commercialement, que le fichier n'existe pas déjà, tu sais, c'est sûr que ça va être impossible de faire pour nous autres. Puis il y a C'est certains clair. cas, mais tu sais, le modèle, on appelle B2C, le business to consumer, d'avoir de compagnie à tiers partie, un consommateur directement, c'est complètement difficile pour nous de faire ça parce que le monde sont habitués à Amazon Prime. Mhm. Tu as une affaire qui coûte pas cher, puis le lendemain matin, il est rendu chez vous. C'est là, ouais. Fait Ouais, que puis on est vraiment, on a été drillé, puis moi-même, en tant que consommateur et non en tant que compagnie,
sais, des fois, je me dis, ça n'a pas de bon sens à payer 50$ pour une affaire que je peux avoir sur Amazon pour 10$. Mais tu sais, c'est vraiment, on s'est juste fait driller à vraiment avoir cette mentalité-là. Puis malheureusement, ben, ça fait en sorte que quand on fait un prix qui fait en sorte que pour une business, c'est viable de le faire, ben, on se fait envoyer chier, puis le monde, ils sont fâchés de cette affaire-là. Ouais, c'est clair. Comme quand que je faisais les étoiles magiques, j'ai vendu 15$ étoiles. Puis il y avait bien du monde qui disait c'est un cossin imprimé, nanana, des petites étoiles magiques, 15$. Mais tu sais, l'étoile magique, elle prenait 5 heures à imprimer. Puis elle avait un pourcentage de fail rate de 30% parce que c'est comme vraiment pas une grosse première couche. Fait que ça finissait tout le temps par décoller sans que je m'en rende compte. Puis, fait que, tu peux pas faire ça à 3$. Là. Même à 15$, ça devient difficile à justifier comme de faire ça comme une business. Là, Ah ouais. Puis tu sais, aussi, à un moment donné, 15$, c'était-tu ton prix shippé ou pas shippé? C'était pas shippé, mais je chargeais le shipping. Fait que c'était ça aussi ça. Ouais. Puis j'avais pas des rates très préférentiels. Fait que souvent le shipping, ça revenait comme à 15$. Fait que quelqu'un voulait acheter une étoile magique, c'était 30$ l'étoile magique. Ouais. Ça, le monde ne le savent pas un peu là-dessus, mais tu vois, avec mettons, un exemple facile pour la part du monde, un Post Canada, shippé juste Québec-Montréal, c'est un item, il est tout petit, là, même quasiment une petite enveloppe padée, là, ça nous coûte 25$, genre, shipper ça. Ouais, c'est cave. C'est complètement ridicule. Puis, tu sais, même nous, on trouve ça ridicule. Fait que généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je sais pas si toi tu le faisais ou non, mais c'est quand même courant de dire, OK, le shipping il va être à 15$ à la place de 25$. Puis, notre prix de vente va être un peu plus élevé pour compenser cette valeur-là. Parce que le monde sont habitués à free shipping. Fait que quand ils voient 30$ de shipping, ils sont complètement outrés. Ouais, c'est clair. Ouais, mais je faisais cette stratégie-là un peu vers la fin avant que j'arrête de faire ça complètement. Mais tu sais, quand j'étais dans le prime des étoiles magiques, c'était tellement comme ça l'explosait sur TikTok. Fait que les ventes, ils rentraient tellement que j'étais comme, OK, le monde, ça ne le dérange pas de payer 30$ pour une étoile magique. Fait que je laissais ça comme ça. Mais oui, j'ai fait ça un peu. Par contre, là, j'ai trouvé avec Puro Later, avec un groupe, je fais partie d'un groupe d'expédition. Fait que j'ai comme des prix préférentiels, ça coûte 10$, express shipping, next day shipping partout au Canada, partout au Québec. Ils viennent-tu chercher le paquet chez vous? Ou Tu peux ben... leur demander de venir chercher chez vous. Moi, je vais le porter là, direct. Là. Si j'en ai juste un, je suis comme, ben, je vais pas rester ici à attendre que le gars il vienne. Mais... Mon problématique, c'est que toi, je sais pas si tu es en région de Montréal, c'est quand même pas trop pire. Moi, je suis à Saint-Charles-de-Bellechasse, là, qui est vraiment là, un trou un peu perdu. Puis même moi, j'ai quand même une chance que j'ai un bureau de poste qui est vraiment pas loin de chez nous. Fait que c'est quand même facile à faire. Mais tu sais, le bureau pour Relator le plus proche de chez nous, pour le point de dépôt, il y a comme 25 minutes de char aller. Fait que là, tu sais, je peux pas, avec le prix du gaz actuellement, je peux pas aller porter puis monter à un moment donné, je peux pas aller porter un colis pour revenir. Ça fait pas de sens. Fait que c'est sûr que moi, j'ai une préférence d'utiliser Post Canada parce que c'est plus facile pour moi. Fait que même à ça, puis je suis pas convaincu que Puro viendrait chercher un colis direct chez nous à un endroit perdu comme je suis. Je sais pas, faudrait checker, mais c'est clair que moi, en tout cas, ça a changé la game complètement parce que là, je peux mettre du shipping à 9,99. Fait que la barrière mentale du shipping est comme putain là. Ah ouais. Fait que ça change vraiment la game. Mais tu penses que. Là, j'ai pas vraiment suivi ça, mais je sais que tu étais au courant pour les Prusa Excel. On a-tu eu des nouvelles dernièrement? J'ai pas checké mes emails, ben. Actuellement, là, ce qu'on voit, là, ils ont je me souviens plus exactement combien. Il y en a peut-être, je pense, quasiment une trentaine de machines finales, entre guillemets, qui ont été envoyées à des testeurs bêta externes. Okay. Fait que des YouTubers, des affaires de même, du monde qui reçoivent les machines pour faire des tests, pour essayer de trouver les bugs, faire des correctifs finaux. On a commencé à avoir des prints apparaître d'une Prusa Excel, mais sont quand même sur un NDA vraiment très serré, qui n'ont pas beaucoup d'informations qu'ils peuvent donner. Ils sont quand même très serrés là-dessus. Puis, tu sais, je pense qu'ils sont proches à commencer à shipper les unités. Je pense que les deux, on a précommandé une Prusa Excel. Yes. Mais la chose qu'on a su aussi, c'est que ceux qui ont commandé dans les 30 premières minutes qui a été release, ils vont être shippés dans les 6 premiers mois après. Fait que, tu sais, ça va être encore là, tu sais, à partir du moment qu'ils vont commencer à shipper. Fait que je suis même pas certain que je vais l'avoir en 2023, ma Prusa Excel. Rendu là, ça fait 1 an passé que j'ai précommandé.
Je ben avec. pense que il y a encore une place pour cette machine-là. Parce que il y a eu, entre-temps, ça l'a vraiment quand même fait mal, je pense, à Prusa avec ça. Tu as la fameuse Bamboo Bamboo Lab, Lab. la X1 Carbon, que c'est une imprimante que out of nowhere est arrivée, puis qu'il y avait de l'unité. Ils ont réussi, je ne sais pas comment ils ont fait, là, mais ils ont réussi à livrer ces machines-là C'est très fou, là. rapidement. Puis c'est quand même très bonne machine. Elle imprime extrêmement rapidement. Tu peux faire du multicouleur, Mhm. mais c'est une machine qui est quand même différente. Je pense que ça va plus affecter quasiment les ventes des MK3 que les Les Excel, ventes parce d'Excel. qu'une MK3, si tu regardes, mettons, on dit MK3 puis que tu veux avoir un MMU pour faire le multimatériel, Mhm. tu es rendu exactement le même prix qu'une Bamboo Lab, puis Ah ouais. rendu là, puis surtout si tu veux en plus la version qui ont enlevé toutes les pièces qui n'ont pas rapport, la P1P, là, Ouais, ouais. c'est 600 $ US, je pense, que ce que c'est. C'est le prix du MK3, là. Mais Fait la que, P1P, j'imagine, ils n'ont pas toutes les features comme de LiDAR puis des affaires comme cool de même. Là. ils ont enlevé LiDAR, ils ont enlevé la caméra, ils ont enlevé le touchscreen, tu as un petit écran LCD monochrome, Mhm. mais tu as les mêmes performances de la machine. Ouais, ça, Fait que dans un contexte de print farm, c'est comme t'as pas besoin de tout ça. Là, c'est quand même c'est quand même pas pire comme machine. Moi, personnellement, ce que j'ai de la difficulté, c'est que ça n'a pas été encore prouvé. ouais. Puis on les voit de temps en temps des problèmes des bris, juste comme ça. Tu sais, c'est nouveau. Puis je suis pas sûr, je suis pas capable de justifier de Mhm. l'utiliser à grosse quantité. Puis on ne sait pas si la compagnie va rester non plus parce que toutes les composantes qui sont là sont Ils sont propriétaires. propriétaires. Fait Ouais, que par contre, ils ont fait une promesse solennelle que s'ils allaient être under, ils allaient mettre ça tout open source, mais c'est leur mot contre contre le monde. Là. exactement. Fait que t'es crois dessus ou ils Ouais. vont-tu le faire? Fait que pour le cas de la Excel elle-même, la grosse différence, tu as le volume, déjà la base, qui est 360 mm dans toutes Mhm. les directions, Ouais, la mais tu as une Bamboo Lab est grosse. genre 2,56, Ouais. je pense. C'est une 250, là, ça commence à être une très belle dimension. Le 250 à Ouais. 300, là, c'est une très belle dimension pour imprimante 3D. Mhm. Tu peux quasiment, honnêtement, rendu là, tu peux quasiment faire tout ce que tu veux là-dessus. Ça sert à rien d'avoir une 400 mm si tu prennes des benchies ça, de gros. Là. C'est Ouais. complètement ridicule. Mais pour la Excel, la grosse affaire, c'est d'avoir un tool changer. Mhm. Il n'y a pas de machine tool changer commerciale qui fonctionne dans ce Non, range de prix-là. non, non. C'est toutes des machines qui vont être un. De moi, j'ai pas regardé les prix, mais c'est 10 000 passés, d'après moi, avant que tu commences à avoir de quelque chose Mais qui est t'as pas la, potentiellement la correct. E3D Tool Changer qui est comme de base, Mais mais ouais, c'est pas une imprimante, c'est comme plus un ouais, projet. Là, ouais. c'est une plateforme qu'ils ont Ouais, c'est une vendue en tant plateforme que de telle. motion, ouais. C'est vraiment une plateforme de motion. C'est pas une imprimante qui est faite pour. Tu achètes l'imprimante, tu mets ça sur ta table, tu imprimes. C'est pas ce qui est prévu. Fait que je pense qu'elle a encore Mhm. sa place. Euh, mais il va falloir qu'il y ait des features cachées là, prochainement là, pour que ça aille encore bien pour eux autres. Là. Ouais, non, c'est clair. Puis, mais j'ai vu des gens qui ont eu des problèmes avec, mettons, au niveau de la télépression, des jams. Puis ça a l'air d'être un design qui est quand même assez bien pensé pour la réparation. Comme il y a des affaires, une couple d'affaires cool, comme mettons le fan dock qui tient avec des aimants. Fait que t'as Ça, juste tu parles de la Bamboo Lab, ça. ouais, la bamboula, ouais. Ouais, ouais. Mettons, tu fais juste enlever le fan dock avec les aimants, t'as accès à ta dépression. Il y a une couple d'affaires qui sont cool aussi. Fait que j'avais peur, tu sais, souvent des imprimantes comme ça qui sont comme des imprimantes finies, Mhm. genre Anker, ils en ont sorti une aussi, une imprimante comme c'est une imprimante directe au Ouais, ouais. consommateur. Mais souvent, c'est comme c'est impossible à réparer, là, ces affaires-là. Ils ont, justement, comment ils appellent ça, la Anchor Make, je pense qu'ils l'appellent. Ah ouais. C'est une imprimante ils ont pris un design typique Ender, puis ils ont mis des beaux couvercles de plastique par-dessus pour que ça fasse professionnel. Puis tu sais, t'as comme un bed slinger pareil, là, puis c'est pas. Je sais pas si ça va bien leur affaire, mais je suis pas convaincu que ça va être vraiment une imprimante qui va être très populaire. Ben, ça fait déjà un peu plus qu'un an que c'est sorti, puis j'en ai pas entendu parler. Tu sais, la Bamboo Lab, t'entends rien que ça. Partout. C'est un Anchor Make. Qui a entendu parler de ça? Écrivez dans les commentaires si vous savez c'est quoi l'Anchor Make. Là. Fait que je pense que c'est une indication directe de la On popularité. a eu, à la sortie, on a eu une vague de quelques vidéos qui sont apparues, mais c'était toutes des vidéos qui ont été Pas de sérieux. sponsorisées directement par Anchor Make Ah ouais. pour montrer qu'est-ce que c'est, mais j'ai jamais vu personne vraiment s'en servir plus que ça. Là.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le move de Amazon. Là. Ils avaient release, là, je pense que c'était début 2022, qui parlait que genre d'ici 2024, il allait vendre que du stock Amazon au niveau de l'impression 3D sur Amazon. Fait que ça veut dire qu'ils veulent commencer à rentrer dans le game des imprimantes. Puis fait que ça aussi, c'est un move que j'ai hâte de voir. Là. Je sais pas s'ils vont vraiment avoir une imprimante directement, parce que tu sais, ça reste que lancer une imprimante 3D, là, c'est quand même, c'est de la job, là. Parce que Ouais. tu as le service après-vente, tu as toute cette gestion-là. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont aller vers le filament. Clairement, je ne sais pas s'il n'y en a pas déjà, tu vas avoir du filament, leur Amazon Basic qu'ils vont Ouais, avoir. ouais. C'est sûr qu'ils vont avoir du filament. Ils vont peut-être avoir d'autres Mm. composantes plus communes comme ça qu'ils vont vendre. Très bon leur filament, d'ailleurs, Amazon Basic. C'est Ils en vendent déjà? bon bang for the buck. Ouais, depuis, ça fait des années. Là, puis Ah, il est quand même très bon. J'estime que ça doit être du white label, genre de la compagnie ah, qui font comme Overture ou quelque chose de même, parce que c'est très, très, très proche au Overture. Mais c'est fort probable. Généralement, il n'y a aucun produit de Amazon Basic qui sont vraiment fabriqués par Amazon. Là. C'est généralement. Puis il y a beaucoup de compagnies comme ça que tu as une usine, la même usine, puis là, ils mettent un sticker d'une affaire, ils mettent un sticker de l'autre, puis ils le vendent séparément. Là. Fait que mhm, il y a de fortes probabilités que ce soit un Overture ou une affaire comme ça qui va être mhm. revendu sous le labeling, puis ils vont réussir à avoir des deals de grande quantité qui font en sorte qu'ils le vendent pas cher. Là. Ouais, ouais, clairement. Puis, tu sais, comme le move d'Amazon vers l'impression 3D, ça m'étonnerait pas que ce soit, mettons, genre, ils acquisitionnent Anchor ou ils acquisitionnent comme Bamboo Lab, mettons, puis que Mhm. tu sais, ça devienne une compagnie d'Amazon, puis là, ils se mettent à revendre. Ça, ce serait un estime move. Là. Si Amazon décide de vendre que des Bamboo Lab au niveau des imprimantes 3D, ça serait un move de malade. Là. Ouais, ça pourrait être une option. Je sais pas. Non, je pense pas que ça va arriver. Le temps va nous le dire qu'est-ce qui va se passer, là, mais je sais pas si. Parce on a vu différentes compagnies essayer de se lancer ils ont vu comme l'impression 3D, c'est populaire. Mhm. Je fais une imprimante, mais ça c'est mort directement à partir du moment qu'ils ont vu les problématiques qui reviennent avec ça. Ils ont juste fait non, c'est pas pour moi. Ah, Ça a complètement disparu. c'est pas une petite game, là. Oh non. C'est pas une petite gang. Donc, j'avais d'autres points. J'avais des questions de fans. Mais il y avait un fan qui me demandait c'était quoi la différence entre un CR Touch et un BL Touch. Mhm. Euh, Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence, à part la tige en métal. Comme Ben, le... de moi, ce que j'ai compris, là, dans le fond, là, c'est que Creality utilisait beaucoup les BL Touch avant, puis il était tanné de payer une redevance à la compagnie qui fait BL Touch, puis ils ont fait Mhm. la même affaire, pareil, un peu différent, juste assez différent pour ne pas se faire trop chicaner, puis ils ont appelé ça le CR Touch. Mais c'est le méthode de fonctionnement est quasi identique, puis la construction un peu différente, mais je pense que au bout de la ligne, là, il n'y aurait pas de raison, un ou l'autre, ça va être autant la même performance que tu vas avoir. Ouais, non, c'est ça. Je pense pas qu'il y en a qui disent que le CR Touch est plus précis que le BL Touch. Mais ça, ce que j'ai à vous dire, c'est que vous êtes encore fait enrouler dans le marketing de Creality. Creality, là, arrêtez de voir ça comme une compagnie d'imprimante. C'est une compagnie de marketing. Ils vont vous faire croire n'importe quoi. Mhm. Ouais. Mais non, ça, je pense que c'est pas mal la même affaire à part la tige en métal. J'ai vu des gens qui ont dit que la tige en plastique du BL Touch avait brisé, mais je comprends pas comment que ça peut arriver. Là. À part vraiment un crash ou quoi de même que, tu Ouais. sais, j'en ai un Build Touch sur l'Ender 5 Plus, puis tu sais, j'ai pas eu de problème plus que ça avec, là. C'est pas ma méthode de probing préférée, mais c'est une option qui fonctionne quand même très bien, là. Mhm. Généralement, le gros problème que je trouve c'est que c'est lent à prober, surtout, là. Tu sais, dans les méthodes classiques, quand tu es directement avec Marlin qui est dessus, il se pointe vis-à-vis, il sort la petite probe, là, il Mhm. vient pointer, il revient, tu sais, Il rentre la petite pro, ouais. Ouais, non, c'est c'est vraiment super long. long. C'est super long. Puis d'ailleurs, Christophe, il avait fait un de ses derniers firmware sur la N23V2. Il y a le fast probing. Puis dans Mhm. le fond, il arrive, il fait juste sortir sa tige, puis il fait puis il ne rentre Ouais, jamais. Il ouais. fait juste prendre les points. Ça, c'était carré. C'est quelque chose que j'utilise, c'est la mienne avec Clipper. Là. L'avantage de Clipper, c'est qu'à partir du moment que tu veux modifier ton imprimante, Clipper est vraiment super intéressant pour ça. Parce qu'au début, j'avais essayé de faire des modifications avec mon imprimante, puis y aller avec Marlin. Marlin, tu as une modification, il faut que tu recompiles, puis c'est vraiment quand même assez complexe si tu n'as jamais fait ça. L'avantage avec Clipper, c'est que tu as un script
qui est ta configuration, puis tu dis, hey, finalement, je veux prober à 5 points à place de 6 points, mettons 5 points à place de 3 points, ben, tu vas dans la configuration, tu changes 5 à place de 3, tu redémarres l'imprimante, bam, tu es rendu à 5 points. Non, c'est magique. C'est Ouais. vraiment magique pour ça, Clipper. Je suis en train d'installer le sensor de filament de Dice 3D, là, leur nouveau sensor qui peut détecter aussi Les jams. les jams. Là. Puis Dice, d'ailleurs, c'est une compagnie québécoise qui font des produits comme d'incroyable qualité. Qu'est-ce qui est cool, c'est que sur leur site web, de leur page de produits, il était comme, OK, si t'es sur Marlin, elle rajoute ça. Si t'es sur Clipper, elle rajoute ça. Nanana. Fait que tu fais juste, tu prends le bloc, quand tu rajoutes ça dans Clipper, tu le restart, ça marche. C'est genre fou. Ouais. Ouais, je pense que des compagnies comme ça, c'est le fun de voir des compagnies un peu qui viennent pas juste créer un produit puis arrange-toi avec tes affaires, d'avoir un peu du support puis d'essayer de supporter le plus de plateformes possible puis d'essayer de rendre ça plus facile pour l'utilisateur. Faut quand même demander l'applaudir des compagnies comme ça, c'est quand même assez rare. Ouais, c'est vraiment. Puis, parce que le gars qui a fondé Dice, dans le fond, lui, c'est un drummer. Puis, il avait commencé l'impression 3D pour se faire des accessoires de drum. Puis là, il a découvert qu'il n'y a comme pas vraiment de solution all-in-one pour du high flow, tu sais, Mhm. des systèmes d'extrusion à grand flow. Fait qu'il s'est dit, ah, pourquoi on partirait pas ça? Puis, il a commencé à faire les Typhoon, là, genre les gros crises d'extrudeurs à pellets avec des vis. Là, puis, c'est incroyable. Ils ont imprimé un drum en 3D, un kit de drum imprimé en 3D avec un extrudeur à pellets. C'est genre insane. Nice. Le monde, tu sais, on a vraiment, tu as tous les enders pour les consumers, tu as les prosumers qu'on appelle, qui est le monde qui vont acheter des Prusa, ils vont acheter des Voron, des choses comme ça, qui vont être un peu plus, qui vont une certaine qualité. Mais dans le monde industriel, tu as des machines assez spéciales, des gros bas robotisés, des systèmes 6 axes que tu peux imprimer non planaires, des choses comme ça. Il y a vraiment un monde complètement différent dans le monde industriel. Là. Ouais, vraiment. Puis ça m'étonnerait pas de voir une prochaine génération. Parce que là, on voit comme la révolution en ce moment. La révolution en ce moment, je te dirais que c'est comme Clipper, des meilleurs systèmes d'exploitation, le non-planner printing qui commence à embarquer un peu, c'est comme les Revo avec les Rapid Change. Ouais. Je pense qu'une autre génération plus loin, puis là on parle dans longtemps, ça pourrait être vraiment des mini-bras robots qui peuvent vraiment faire du vrai non-planner printing, mais je pense que consumer level, prosumer level. ce niveau-là, ça va être vraiment la limitation actuelle, c'est pas le hardware. De faire un système 4, 5 axes, 6 axes, c'est pas compliqué, on a déjà des robotisés. La limitation actuelle, c'est les slicers. C'est vraiment de faire en sorte de prendre un fichier, puis que tu le mets dans le slicer, puis qu'il te sort un code G qui va marcher directement. C'est encore quelque chose qui est, même dans le monde commercial, souvent tu vois dans les shows, des affaires bien fancy, mais c'est quasiment 100% codé pour le modèle spécifique qu'il y avait à faire. Là. Ben oui, c'est ça. Puis ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'avais pensé aussi dedans. Je sors pas ça de nulle part, là, mais j'ai l'impression que la prochaine avancée au niveau des slicers, des G-codes, va être poussée par l'intelligence artificielle avec tout ce qu'on voit avec ChatGPT. C'est une question de temps avant qu'on ait une intelligence artificielle de chat qui va être capable de développer du G-code de façon beaucoup plus pétée que nos slicers traditionnels. Il y a vraiment je pense que on a pour changer dans cette il va vraiment falloir qu'on partisse de zéro, un nouveau slicer différent. La méthode de technologie. On a comme vu des avancées assez intéressantes là, avec Full control XYZ. ça, c'est vraiment complètement différent de façon de faire des slicers. Mais on parle avec Cura, Plusha Slicer, qui ont sorti le engine Arachne, qui a fait vraiment un bon pas sur la qualité d'impression, des problématiques qu'on a. Mais ça reste que c'est le même principe de prendre un fichier, aller couche par couche, puis d'essayer de remplir, d'avoir vraiment, c'est très arithmétique et séquentiel comme méthode de slicing. Fait que ça va être vraiment de trouver une façon de faire ça complètement différent. Ouais, vraiment différent. C'est le plus gros problème que j'ai en ce moment dans la compagnie avec qui je travaille. Là. Les slicers. Les slicers font vraiment pas ce qu'on veut. Fait que je pense que ça va être ça. Il va falloir qu'on code notre code G parce qu'il n'y a pas rien d'autre qu'on peut faire. Là. Il y a quand même plusieurs features qui s'en viennent intéressantes. Là. Il y a dans Plusha Slicer que j'ai vu
là, les fameux tree support qu'on attend depuis extrêmement longtemps. Oh oui. Mais là, eux autres, de Les ce que j'ai organic vu, support. les organic support, de ce que il reste à voir, mais que ça va vraiment être disponible. De ce que j'ai vu, ça semble un peu mieux que les tree support qui sont disponibles actuellement. Mais t'as-tu vu les nouveaux tree support de la 4.3, la 5.3 de Cura? J'ai pas joué avec encore. Il reste à voir. Je pense qu'à partir du moment qu'ils vont être disponibles dans Prusa Slicer aussi, je vais peut-être essayer de regarder, voir comparer comme il faut. Parce qu'on a disponible en preview certains G-codes déjà pre-sliced pour faire des tests avec les Ben moi, tree je les ai support. imprimés. J'ai fait un test, le Benchy comme en 45. Là. Ouais. Puis c'est clean, là, c'était écœurant. Là, tu pognes le Benchy, tu fais. Là, t'as juste ton arbre, ton petit arbre full clean, t'as le Benchy. Comme c'est facile à enlever, mais là, ça doit être. Ils ont dû travailler à côté sur cette G-code-là. Ils ont dû l'optimiser à l'os. Ça va être quoi réellement? C'est ce qui reste à voir, justement, la version un peu disponible finale. Qu'est-ce que ça va être l'air? Puis je suis quand même assez excité là-dessus là, de savoir de ça, parce que c'est un problématique, les support. À la base, on essaie de designer le plus possible, qu'on n'ait pas besoin de support, mais ça reste qu'actuellement, les supports, c'est vraiment chiant. Si on est capable d'avoir de quoi qui est plus intéressant comme méthode de support, qui utilise moins de filaments et qui est plus facile à retirer, ça va être vraiment super vraiment super pour l'impression 3D de forme plus complexe. On va être moins limité sur ce qu'on veut faire. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis les nouveaux tree support de Cura sont bien. Sont un peu mieux. Mais honnêtement, ce que moi je trouve, c'est encore iffy. Mais c'est déjà mieux. Tu peux jouer avec le diamètre de ta branche. Tu peux jouer avec le diamètre du tronc. Tu peux jouer avec. Dans le fond, tu peux dire, OK, je veux l'angle préférentiel, mettons. Fait que si tu es capable, imprime-le à 60 degrés. Mais sinon, si tu as vraiment besoin, va l'imprimer à 30 degrés. Fait que, il y a des features qui sont cool, on s'en va dans la bonne direction, mais je pense pas encore que c'est la chose. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut que manuellement que tu détermines ce que tu veux qui est optimal, c'est ça? Ouais. Je pense qu'une chose que j'aime beaucoup quand. Tu sais, plus que tu t'en vas puis dans le monde commercial, c'est très souvent d'avoir un écosystème que tout est vraiment contrôlé. Ça vient faciliter, mais Prusa a comme un entre-deux, qu'ils ont un écosystème que tu peux acheter l'imprimante, tu peux acheter filament, tu as ton slicer pour l'imprimante, que tu as une combinaison de ça. Tout est prédéterminé, les profils sont déjà faits exactement pour ça. Tu cliques sur print, c'est merveilleux, mais ils ont quand même la possibilité d'avoir ils offrent la librairie de tous les autres printers, choses comme ça, tu as beaucoup de disponibilité, ça devient quand même assez intéressant. Mais j'ai hâte de voir si Prusa va réussir à faire une façon d'avoir des supports que tu cliques, ça génère parfaitement pour ce que tu as besoin, que tu n'as pas besoin d'avoir besoin de faire des paramétrages fine-tunés puis que tu as quoi qui est fonctionnel. Ça reste à voir qu'est-ce qu'ils vont sortir. Je pense que c'est leur but. Est-ce que ça va être faisable? On va voir. Mais je pense que c'est super intéressant. Ouais. Fait que, ça fait 1 heure qu'on parle. Je pense qu'on a eu une super bonne discussion. Pour le reste, j'ai vraiment eu beaucoup de fun. Puis si les gens veulent aller te voir, tu peux plugger ce que tu as. Je suis un peu moins actif récemment, mais j'ai mon TikTok, le PG3D, Pascal Godin sur TikTok. Sinon, si vous voulez me contacter pour des projets de business idéalement, j'ai pg-3d.com. Ça va tomber sur une page Facebook de mes réalisations. Je peux contacter par email info@pg-3d.com. S'il y a des projets, quoi que ce soit, je suis ouvert, bien sûr. Yes, très solide, Pascal. J'ai vu ses projets pour de vrai. Contrôle qualité on point. Il va jeter des affaires que ça aurait été bien correct, mais que lui, selon lui, c'est pas ses standards de qualité. Il va perdre de l'argent pour être sûr que vous avez de la bonne qualité entre les mains. Fait que, honnêtement, j'ai vu ce qu'il a fait. C'est très, très, très bon. Il y a beaucoup de monde dans le monde de print on demand. Puis il y a beaucoup de gens qui vont négliger un peu sur le contrôle qualité. Puis c'est vraiment pas un problème que je pense que les gens vont avoir avec toi. Là. Ouais. Des fois, ça me cause problème parce que j'ai vraiment un standard de qualité que je me donne moi-même. Mais si c'est pas assez bon pour moi, ça sera jamais assez bon pour quelqu'un d'autre. Non, c'est clair. Fait que, yes, allez suivre ça. Puis écrivez dans les commentaires si vous avez aimé ça, le Printed Podcast avec un invité. Peut-être que si Pascal ça y tente, il va peut-être vouloir devenir un co-host éventuellement. Possibilité. Honnêtement, je trouve ça pas mal plus fun que juste parler tout seul à 2 caméras. Fait que, sur ce,
Merci d'avoir écouté, puis on se revoit à la Merci. prochaine. Salut!